Alors, salut tout le monde. Comment débuter une entreprise au Congo? Quels sont les challenges? Comment est-ce que ça fait quand on a 23 ans, 24 ans de débuter une entreprise? Les responsabilités. Donc, bref. Aujourd'hui, c'est un peu une petite discussion informelle, si je dis ça comme ça, avec notre directeur d'agence. On va un peu prendre le temps de se présenter et autres. Mais durant, en tout cas, cet entretien, surtout pour les entrepreneurs, en tout cas, vous allez un peu plus comprendre. C'est peut-être pas objectif comme point de vue, mais en tout cas, c'est notre réalité, c'est ce qu'on a nous vécu, c'est ce que nous, on a rencontré. On va juste un peu vous partager notre journal intime en quelques mots. Donc, peut-être on va prendre 30, 45 minutes, on va voir comment la conversation va aller, mais bon. C'est un peu ça, on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, on va parler de mindset, puis peut-être aussi on va parler de challenge. Donc, les difficultés aussi, faut pas oublier. Surtout les difficultés. C'est un point très important. En tout cas, entreprendre au Congo, c'est la torture, littéralement. Faut avoir des nerfs solides. Faut avoir les nerfs solides, ça c'est clair. Donc, on va peut-être se présenter. Bon, on va bien se présenter. Moi, c'est Ratisbonne. Je suis aussi cofondateur de Nyumbako.com, puis aussi cofondateur de Uduma. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Monsieur Ken Bangala. Qu'est-ce que vous faites? Je suis directeur d'agence Nyumbako. Et oui, Ken, c'est notre directeur d'agence à Nyumbako ici à Kinshasa. Donc là, actuellement, nous sommes dans nos bureaux de Nyumbako à Kinshasa. Là, il est actuellement d'ailleurs 19h40. Ça a l'air où on tourne maintenant cette petite vidéo littéralement. On a une journée assez longue. On travaille toujours. On continue jusqu'à 20h, 21h. Donc, pour dire que c'est pas facile. Donc, si vous voyez que nous avons les visages fatigués ou peut-être on parle un peu fatigué, comprenez, les journées sont souvent longues, ça commence tôt, ça finit tard et quand on finit les journées, très souvent, on n'a toujours pas fini, c'est pourquoi on s'était réveillé littéralement. Donc, il y a toujours des choses qui restent. C'est pourquoi on va peut-être vous partager un peu notre expérience, peut-être pour vous qui êtes dans la diaspora, qui voulez aussi venir investir au pays, au Congo, commencer un business. On va peut-être vous donner un peu quelques astuces ou peut-être quelques conseils. Juste de manière générale comme ça. Donc, ça serait un peu ça. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que on débute, ne sommes pas si professionnels que ça. Donc, c'est notre expérience qu'on vous partage. On va pas dire que nous sommes des super entrepreneurs ou quoi que ce soit. On essaye. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà ce niveau où nous avons peut-être des bureaux, où des gens viennent nous voir, nous avons peut-être des clients, même si c'est pas assez. Une façon de vous motiver aussi, de toujours passer sur nos pages Instagram, Facebook et tout ça, pour vous renseigner, nos numéros WhatsApp aussi. Mais on va quand même partager cette petite expérience que nous avons. Donc, ça fera toujours du bien et ça motivera aussi ceux qui ont peut-être l'ambition d'investir au Congo. Un vrai commercial, hein. À peine commencé, à peine il donne bien les informations. C'est important, c'est important. Un vrai commercial, mais là, c'est important en tout cas. Puis, comme je disais, c'est juste une discussion. En tout cas, vous allez sûrement trouver ça intéressante puisque c'est à bâton rompu. Donc, il n'y a pas de... Avant même de débuter cet enregistrement, on n'a pas fait une préparation d'une heure, de 2 heures pour que non, like, c'est vraiment une conversation qu'on va avoir et... On ne parle même pas d'une heure. On n'a même pas fait 5 minutes. On n'a même pas fait 5 minutes avant d'enregistrer la vidéo de toutes les façons. Du coup, on a juste parlé pendant 2-3 minutes. Puis on s'est dit, bon, on a un peu de temps qui nous reste durant la journée. Pourquoi ne pas enregistrer la vidéo? La seule préparation, c'était de poser la caméra. La seule préparation, c'était voir un peu le micro, la caméra, les setups, voir si tout était beau. Mais bon, ça sera un peu 30 minutes de folie, d'échange aussi, d'expérience, de partage en tout cas. Puis, Ken, comment est-ce qu'on s'est connus? Peut-être la question que les gens vont se poser. Oui, bon, on s'est connus, si je peux dire ça comme ça. On était enfants. Bon, on est toujours enfants. On est toujours enfants. On s'est connus, on était à l'école secondaire. Donc, on a fréquenté une même école. On a partagé des expériences et au bout d'un moment, chacun est parti avec une image de l'autre. Dans le sens où, quand il a fallu faire quelque chose, en réfléchissant, on se dit non, la meilleure personne, c'est telle personne. Parce que nous n'étions pas qu'à 2 dans la salle de classe, nous étions nombreux. Oui. Mais si le choix est peut-être tombé sur moi, c'est peut-être parce qu'il a vu quelque chose en moi. C'est peut-être le choix aussi pour moi de venir intégrer l'équipe et tomber sur cette équipe, c'est peut-être parce que aussi j'ai vu certaines choses. J'ai vu aussi l'évolution de la personne, donc oui. C'est un peu ça. Ça, c'est un point important dès le départ. On commence déjà à entrer en profondeur apparemment. Les impressions que parfois, on n'est même pas conscient des impressions qu'on laisse dans la vie des gens, en tout cas. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut juste être durant un séminaire, juste la façon de se comporter, de parler avec les gens. Parfois, vous pensez que c'était juste anodin ou quoi, mais les gens restent avec une certaine image, en tout cas. Les gens restent avec une certaine image. Et moi, en tout cas, là, quand
nous étions en train d'étudier avec Monsieur Ken dans la même école. Bon, j'étais toujours les plus, comment on peut dire, les plus dérangeurs de toutes les façons. Lui, c'était un peu le mec calme, le mec sérieux de la classe. Moi, c'était un peu plus le mec. Je ne dirais pas que j'étais un peu, comment, désordonné ou quoi, mais bon, j'amenais la vie dans une, j'amenais la vie. Mais ce qui manque, comment on peut dire, là, on entre directement en profondeur. C'est aussi qui nous a le plus touché avec mon frère, qui est aussi cofondateur, Monsieur Léopold, pour aussi penser directement à Ken comme notre directeur d'agence, puisque nous, on n'est pas tout le temps là. Il fallait vraiment, par exemple, que la personne qui va continuer avec le business soit vraiment quelqu'un que nous connaissons, en qui nous avons confiance, mis à part le fait d'avoir les compétences ou quoi. Quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, avec peut-être lesquels on a déjà travaillé d'une manière ou d'une autre. Puis avec Ken, bizarrement, mis à part l'école, on avait déjà travaillé quand même ensemble. Oui. C'était quoi l'expérience? On a commencé avec Oudouma. Oui, oui. Oudouma Service. C'est pas le Oudouma d'aujourd'hui parce que nous avons agrandi l'entreprise. Nous sommes passés à plusieurs autres visions. Oui. Donc, on a commencé avec Oudouma qui était le service. On rendait service aux gens, si je peux dire ça comme ça. Oui. On avait une équipe, on peut parler de l'entreprise. Il y en avait littéralement une équipe. Oui. On avait une très grande équipe. Je pense qu'il y a des femmes de ménage qui sont restées dans les foyers. Oui, on a. Présent. Ah bah oui, on a des fichiers, on peut aller les chercher pour les renvoyer Littéralement. après. Donc, on avait constitué une équipe des femmes de ménage, des chauffeurs, des nounous, tout ce qu'il y a comme travail à la maison que nous ne pouvons pas faire peut-être à cause de nos obligations administratives. Les gens qui viennent nous aider, moi, je n'aime pas les appeler les boys, les bananissala, les travailleurs, parce que au bout d'un certain temps, c'est des gens qui font partir de notre famille. Oui. Donc, on a pris des gens qui viennent nous aider pendant que nous ne sommes pas là, avec les travaux ménagers. On a constitué une équipe qu'on a formée, oui. qu'on a appris comment se tenir dans le monde professionnel, parce que plusieurs, c'était des gens qui sont venus par recommandation, des gens qui sont venus juste comme ça, ils ont vu l'annonce sur Internet, ils sont venus. Donc, ils n'avaient pas une certaine expérience. Au bout d'un moment, bof, même vous qui voyez la vidéo, vous allez comprendre que des fois, nous avons des travailleurs qui viennent, qui sont pas très professionnels, qui savent pas comment parler, qui savent pas comment se tenir, qui savent pas. Et nous, on a eu à faire des formations comme ça. On a créé une équipe comme ça. Et il y a des clients qui venaient pour demander du personnel auprès de notre entreprise. Donc, ces gens-là étaient formés, ces gens-là étaient mandatés par nous, et ces gens-là étaient suivis par nous, si je peux dire ça comme ça aussi. Donc, en cas de problème, c'est l'entreprise qu'on venait chercher, mais c'était pas ces gens-là. Donc, ils avaient une certaine redevabilité envers nous, et ils étaient très professionnels au bout d'un moment. Donc, c'était quelque chose de très bien. Ça a très bien marché. Même si aujourd'hui, Oudouma va sur d'autres horizons, ça me fait plaisir parce qu'on est en train d'agrandir notre spectre, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est en train de s'ouvrir à d'autres horizons. C'est toujours important. Mais c'est là, comme bizarrement encore durant la première expérience, que ce soit moi, que ce soit mon frère qui était parmi les cofondateurs, nous n'étions toujours pas au pays. Je pense en ces mois-là, nous étions moi j'étais en Afrique du Sud, puis mon autre cofondateur, mon frère était au Canada. Du coup, nous avions eu l'idée là avec mon frère comme ça, puis directement on a dit bon, on appelle Ken Bangala, puis il y a aussi quelqu'un peut-être que vous aurez rencontré plus tard, Monsieur Lucien, qui est aussi un ami à nous avec lequel on a travaillé sur plusieurs projets. Et bientôt d'ailleurs, on va lancer notre projet. Vous allez encore voir Monsieur Lucien en live. Mais sinon, oui, on était une équipe de 5-6 personnes, puis on s'est dit, bon, nous avons tous parfois des besoins d'une ménagère à la maison. La plupart du temps, c'est peut-être une amie qui recommande, c'est un membre de la famille qui recommande. Mais la plupart du temps aussi, ce sont des gens qui ne sont pas formés, ce sont des gens qui ne sont pas professionnels, ce sont des gens parfois en qui on ne peut pas avoir confiance. Parce qu'après une semaine, il y a un problème de vol ou c'est pas moi quoi, puis on ne sait pas à qui se plaindre, c'est pas moi auprès quoi. de qui se plaindre. Oui, c'est ça. Donc, et puis nous avons juste mis cette structure-là en place, nous avons commencé à avoir des clients. Et ce qui, pour revenir à notre premier point, ce qui nous avait, moi, personnellement, les plus touchés avec Léo, bon, ça peut-être, on en a jamais peut-être parlé, c'était le fait que, par exemple, Ken, par exemple, il habitait à Massangabi, là, puis, en ce moment-là, nous avons notre bureau vers l'hôtel Béatrice. Je pense que c'était non loin de là. Puis, parfois, quand nous avions des clients, des rencontres, tout ça, là, il faisait des déplacements, quitter Massangabi, là, jusque de l'autre côté. Pour nous, en tout cas, ce n'était pas des sacrifices anodins, ce n'était pas des gestes anodins, là. Vous pouvez voir vraiment l'implication de la personne, vous pouvez vraiment voir que la personne s'est donnée aussi corps et âme à ce que ça marche. Parfois, ils avaient des cours, tout ça, il fallait, après les cours, aller rencontrer les clients, aller rencontrer nos femmes de ménage, tout ça, les électriciens pour parler avec eux, leur faire signer des contrats.
Parfois même, il fallait marcher pour aller chez les clients, tout ça. C'était pas facile, en tout cas, avec les soleils de Kinshasa, les embouteillages de Kinshasa. Donc, s'est retrouvé. Donc, c'était littéralement, en ce moment-là, il n'avait même pas de salaire. Il n'y avait aucun salaire, littéralement. Mais vous voyez vraiment les gens qui étaient dévoués. Ça, avec mon frère, ça nous avait vraiment touché. Puis, lorsque même nous avons pensé à commencer Nyumbako, ce sont des expériences comme ça qui nous ont dit non. Oh, cette personne ici, on a déjà travaillé avec elle, mis à part juste le fait qu'on ait déjà étudié ensemble, qu'on se connaissait déjà, mais littéralement, il avait, dans une certaine mesure, gagné déjà notre confiance, même avant qu'on les sollicite dans une, donc, pour n'importe quel projet qu'on pouvait avoir, sans parler d'abord des compétences ou du domaine, c'était quelqu'un, en tout cas, vers lequel on avait pleinement confiance. Et pour les entrepreneurs, d'ailleurs, qui s'élancent, surtout pour ceux qui sont peut-être à l'extérieur du pays, qui veulent rentrer au pays pour s'élancer, quand vous voulez, donc on va parler de ça, c'est l'un des points, les recrutements. Quand vous voulez recruter, en tout cas pour la première équipe, vos 2, 3, 4 personnes, les premières personnes que vous aurez dans l'équipe, assurez-vous au moins même qu'il y ait 75%, c'est pas moi. Même 80% sont les personnes que vous connaissez en tout cas. Des personnes que vous connaissez personnellement ou au pire des personnes des gens en qui vous avez confiance connaissent puis qu'ils vous recommandent. Mais jamais pour un départ, aller juste embaucher directement de n'importe qui, je vais dire comme ça, des inconnus. Les grandes entreprises comme Vodacom, MTN, Rabobank peuvent se permettre d'embaucher n'importe qui comme ça. Mais pour une petite entreprise où les ressources sont encore limitées, littéralement, les risques sont élevés, et aussi vous avez besoin des gens qui sont motivés, pas quelqu'un qui va te dire c'est 16h30, je rentre chez moi. Comme là actuellement, dans son contrat, il est censé travailler jusqu'à 16h30, mais il est là littéralement jusqu'à 20h, peut-être il va rentrer vers 21h. Donc, ce sont l'équipe de départ ne doit pas juste être constituée des employés littéralement, c'est des personnes qui adhèrent aussi à la vision, littéralement, qui portent la vision, qui portent les mêmes fardeaux, qui ne viennent pas juste au travail pour un salaire ou juste, même, il vient de dire ce que j'allais rajouter. Littéralement. Ce que j'allais rajouter, c'est que quand vous commencez une équipe, quand vous commencez une entreprise, cherchez des personnes qui portent la vision, qui ne sont pas là que pour un salaire. Parce que généralement, à Kinshasa, les gens, quand ils viennent travailler, c'est pour un salaire. Littéralement. C'est pour un salaire. Bon, pas seulement à Kinshasa, c'est partout. C'est partout, tout le monde. Mais encore plus dans les pays de développement, tout ça, il y a la pauvreté, les manques. Voilà. De quoi. On étudie, on se prépare à la vie pour avoir un salaire, pour, je sais pas, investir, pour, voilà, se faire plaisir, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que pour un début, toutes les entreprises que nous connaissons au Congo n'ont pas commencé grandes, je sais pas comment. Ça a commencé petit, ça a commencé quelque part pour devenir ce qu'elles sont. Ce qu'elles sont devenues après. Maintenant, quand vous voulez aussi devenir comme ça, quand vous avez une vision pareille, ce qu'il faut faire, c'est d'abord commencer petit et commencer avec des gens avec qui vous pouvez inculquer votre vision et qui prendront cette vision pour la ramener plus haut. Ouais. Donc, parce que si aujourd'hui, cette entreprise devient une très grande entreprise, ça sera aussi une fierté pour moi, une fierté pour tous ceux qui ont participé, oui, à ce que cette entreprise devienne une très grande entreprise. Et ce qui est sûr aussi, bah, l'argent, ça viendra. Donc, comme on a tous besoin de l'argent viendra. Mais le plus important, c'est le nom. Oui, oui. Parce que je veux pas vous mentir, actuellement, nous sommes encore petits, nous sommes pas très grands. Mais déjà, du fait que les gens voient sur mon statut, sur mon téléphone, sur mes numéros, tout ça, les pubs et tout ça, voir les affiches et tout ça. Oui. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe par Triomphal ici, parce que nous sommes à Triomphal, juste après le musée. En plus. Quand ils voient l'affiche, ils sont là, je suis passé devant ton bureau. C'est quand même un plaisir. Oui, oui. Si c'est passé seulement devant mon bureau, ça doit faire ça. Après, quand ça sera une grande entreprise, voir des affiches, monter dans atterrir dans un aéroport de la RDC, je sais pas, à Bunia ou quoi que ce soit, tu vois, là, pour vos maisons, location, tout ça, Nyumbako. Ça fera toujours plaisir. Donc, on se bat pour ça. Trouvez des gens qui vont porter la vision, votre vision. Vous allez, ce que lui m'a dit dernièrement, peut-être qu'il avait dit ça juste vite fait comme ça, mais c'est quelque chose qui m'avait quand même captivé, c'est que dans d'autres entreprises où il a eu à travailler au Canada, on formatait leur façon de voir les choses. On formate votre façon de voir les choses et on vous inculque la vision de l'entreprise pour laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, c'est ce que vous pouvez faire aussi. C'est une très bonne idée, c'est de effacer un peu comment les gens font. Oui. Parce que si on doit voir comment les gens travaillent, ça sera compliqué. Par exemple, même pour le recrutement, nous, on a recruté des personnes très jeunes. Certains peut-être jeunes. Certains peut-être, on a pris les risques. Voilà. Certains peut-être n'ont même pas encore de papiers, comme on dit. Venez avec 5 ans d'expérience.
Et diplômes, bizarrement, 3 diplômes. chez nous, par exemple, quand on recrutait, plus tu avais l'expérience, plus tu étais disqualifié. On le cherche. Non, ça, ce sont des secrets d'État. Non, littéralement, c'est ça. Puisque nous sommes une jeune entreprise, puis on voulait ramener une certaine manière de faire les choses, une certaine innovation, tout ça. On ne voulait pas avoir des gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience qui, quand on va parler pour dire non, on va faire comme ça, ils vont te rappeler ce qu'ils faisaient avant, Oui. ce qui leur espérait. Non, En économie de développement, on dit que non. on ne voulait pas en tout cas des gens qui allaient nous amener beaucoup plus de théories ou plus d'expérience pour dire non, moi, l'expérience en tout cas, c'est quelque chose de bien. En tout cas, avoir des employés qui ont l'expérience dans un domaine bien particulier, c'est quelque chose de bien. Mais pour notre cas, pour une jeune entreprise comme la nôtre, puis avec la vision que nous avions, avoir beaucoup d'expérience, c'était éliminatoire pour nous, littéralement. Donc, on voulait des gens, c'est pas qu'on voulait des gens qui n'ont littéralement rien à la tête, mais on voulait des gens qui étaient juste un peu juste exposés au monde du travail, qui avaient qui avaient certaines valeurs, qui avaient une certaine aussi carrière, tout ça, une Donc, certaine nous, attitude. se limiter à prendre des gens qui avaient, si je peux dire ça comme ça, le basique. C'est comme Littéralement. on apprend à l'école primaire comment écrire, Littéralement. parler, comment réfléchir, comment vivre en société. C'est fini. Tout ce qui reste, on va apprendre ça dans le tas. Et je vais dire quelque chose, c'est que même par notre façon, notre système éducatif en RDC, on nous bloque sur une façon de voir les choses. C'est ce qui nous faire une vidéo empêche, sur ça, sur voilà. le système éducatif. C'est ce qui nous empêche Oui. de nous développer, c'est ce qui nous empêche d'entreprendre. Oui, oui. Ce que le Congolais a en tête, c'est de finir ses études, demander un emploi quelque part, aller travailler. C'est pas mauvais, mais si on doit rester seulement comme ça, on est en train de bloquer le don ou la capacité que Dieu nous a donné de créer. On peut créer, on a la capacité de créer, il suffit juste de nous donner cette chance-là. Peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. On n'a pas de diplôme, on n'a pas de truc, du moment où on sait parler, on sait écrire, on sait réfléchir, c'est déjà le plus important. Nous, c'est on était plus à la recherche du mindset, littéralement. Comment la personne réfléchit, comment la personne se projette, Et comment la personne se donne. Oui, comment la question, on avait quoi, réussi, c'est pas moi. Des centaines de candidatures. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui me réécrivent par rapport à les candidatures. Parfois même, j'oublie de répondre. Si vous êtes dans ces cas, désolé, en tout cas. Mais sinon, on avait question pour les postes de community manager, des conseillers juridiques, d'agents immobiliers. Littéralement, on avait reçu des tonnes et des tonnes de candidatures. Il y avait des gens qui nous écrivaient, qui avaient des très beaux CV. Avoir les CV, il y avait des très beaux CV, en tout cas. Il y avait des gens qui avaient déjà quand même beaucoup d'expérience. Il y avait des gens je pense, il y avait même des gens, quoi, des 40, 45 ans qui nous écrivaient qui nous envoyaient les CV. Bon, à mon âge, j'employais quelqu'un de 45. Non. C'est vraiment pas le français, je vais parler. Non, il fait quelque chose de mal. Mais, non, c'est qu'on veut dire, c'est juste, quelles que soient même les études que vous avez faites. Je pense même lors de notre processus d'embauche, en tout cas pour la première équipe, actuellement, nous sommes une équipe, si on met tout le monde, littéralement, nous sommes presque à 8 personnes, littéralement, si Léo, moi, il y a Ken, puis il y a les autres, nous sommes à 9 personnes, littéralement, pour Nyumbako. Quand on était en train de chercher les candidatures, majoritairement, c'était moi qui checkais plus les candidatures, puis j'ai envoyé à Ken pour les interviews. En aucun moment, je me suis arrêté pour voir, par exemple, combien quelqu'un avait fait à son diplôme d'État ou, je sais pas moi, à sa licence ou à son master. Là, à aucun moment, je me cherchais pour voir les diplômes. Les diplômes, bon, ça faisait beau sur le CV. Il a fait, je sais pas moi, une licence quelque part, un master ou il a tel ou tel autre. C'est plus que tellement, quand nous avons commencé les interviews, nous sommes rendus compte que les diplômes, je vais dire une bêtise, mais les diplômes, à un certain moment, ça ne vaut presque rien, dans une certaine mesure. Parce qu'on interviewait des personnes qui avaient des diplômes, c'est pas moi, des licences en droit, des licences en tel ou tel autre domaine, en économie, en gestion. Mais quand on vous parlait avec la personne, tu t'es posé vraiment des questions. Ça laisse à désirer. Parfois, je me disais, c'est moi qui ne comprends rien ou c'est lui qui ne dit rien, littéralement. Like, c'est juste pour dire quel que soit, en tout cas, votre niveau c'est pas moi, d'études actuellement, peut-être vous vous êtes arrêté juste comment on appelle ça encore ici, au diplôme d'État, à l'école secondaire. Vous êtes peut-être juste arrêté au niveau des graduats ou quoi. Ne vous sous-estimez pas, en tout cas. Les diplômes, en tout cas, c'est peut-être peut-être pour les grandes entreprises ou peut-être ils sont à la recherche des diplômes. Quand on dit de ne pas se sous-estimer, c'est dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Et dans le travail, parce que quand tu vas dans des entreprises qui sont déjà structurées, ce qui Oui. est vrai, c'est qu'on demande une expérience. Oui, oui.
très souvent au Congo, c'est une expérience professionnelle de 5 ans. Mais pour une personne qui sort fraîchement de l'université, c'est difficile. c'est difficile. Donc, pour dire que pour nous, les personnes qui sortent pas fraîchement de l'université, on n'a pas de chance. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que quand ils parlent de diplôme qui n'est pas très très important, c'est pour entreprendre. Oui. Quand tu veux entreprendre, que tu aies un grand diplôme, que tu aies un petit diplôme, Que tu n'aies pas de diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, fais confiance seulement aux capacités que tu as, ça c'est de un, et aux dons que Dieu a mis en toi. surtout ça. Donc quand tu reconnais, tu sais que je suis bon en ça, je peux faire ça, tu te donnes corps et âme, sans oublier la prière bien sûr, tout ira bien. Ça, c'est parmi les points. D'ailleurs, il y a même peut-être des... Je suis rapide. Parmi les points qu'on voulait encore... Les conséquences de la non-préparation. Ouais. Conséquences de la non... Oh, on s'est pas préparé, désolé. Mais sinon, oui, les points, là, on a parlé un peu de notre background. On vous avez compris. On a un peu parlé de comment nous nous sommes rencontrés, puis comment nous avons débuté. Là, on avait littéralement commencé à, comment on a pu embaucher. Oui. Et peut-être j'avais juste peut-être une question pour toi qui passait plus les entrevues en présentiel, parce que quand nous on était en train de passer les entrevues, lui il était en présentiel ici à Kinshasa, moi j'étais encore au Canada, puis c'est après que moi je l'ai rejoint ici à Kinshasa, puis on avait déjà constitué une série équipe. Oui. Donc ça c'est littéralement il y avait déjà une équipe, il y avait lui puis il y avait notre assistante administrative avec laquelle il était en train de travailler pour tout ce qui était recrutement, par exemple. Mais la question que moi, juste, je voulais plus te poser, quand tu étais en train d'interviewer les gens, par exemple, quel est ce trait-là de caractère, ou peut-être, comment on peut dire, je sais pas comment formuler la question, bon, manque de préparation, mais quel est cette, comment qu'est-ce qui me motivait, au fait? Oui, qu'est-ce qui t'est motivé peut-être à dire, oui, voilà, qu'est-ce qui t'est motivé à dire, cette personne, mise à part peut-être les diplômes ou les compétences ou l'expérience, mais au-delà de tout ça, quand tu causais avec les personnes, par exemple, qu'est-ce qui te disait, celui-ci, ça peut être un bon candidat pour un second interview? Pour dire clairement et pour dire vrai, déjà, quand je commençais à faire les CV que tu m'avais envoyés, je les avais lus à la maison, vite fait, j'ai lu, vite fait. Juste pour avoir le nom de tout le monde en tête, par exemple. Dans le sens où quand j'avais rendez-vous peut-être avec Béni, avec Jacob, je sais par exemple que c'est Jacob, je sais par exemple que c'est Béni. Béni, c'est notre community manager. Je sais par exemple que c'est Wendy, je sais par exemple, c'était juste vite fait comme ça. Mais quand ils étaient là en présentiel, sur mon ordinateur, j'avais un canevas que tu m'avais donné, comme tu aimes bien Canva. Donc j'avais un canevas des questions à poser et je vais rajouter, donc sur les questions, c'était des questions formelles, ce qui est sûr. L'assistante administrative peut le dire. Donc c'était des questions formelles. Qu'est-ce que vous avez? Mais moi je n'allais pas trop dans ça. C'était ça les questions, mais je formulais ça d'une autre manière. Oui. Pour laisser au fait l'occasion au candidat de parler. Parce que c'est quand la personne parle que tu sais voir comment la personne voit les choses, comment la personne réfléchit. Moi, ce que je voulais, premièrement, c'était le dévouement de la personne. Surtout ça. Que la personne aime ce qu'il veut faire. Qu'il te dise vraiment, voilà, moi, si je viens, c'est pour, voilà. C'est pour monter l'entreprise. Oui. Donc, parce que quand je posais des questions, je disais clairement que c'est une nouvelle entreprise, qu'on a envie de monter. L'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. On va pas vous donner des millions. On ne va pas commencer avec 50 000 $ de salaire ou 10 000 $ de salaire. Oui. Le peu que vous aurez, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des personnes qui ont cette envie de travail. Et ce qui est vrai, c'est qu'en RDC, il y a ces gens qui ont envie de travailler. Quand je parle de travailler, parce que plusieurs gens ont l'habitude de dire que les Congolais sont inconscients. Paresseux. Les Congolais sont paresseux. Les Congolais aiment l'alcool. Les Congolais aiment la musique. C'est pas faux, il y a une partie. Mais il y a une partie des Congolais aussi qui aiment travailler, qui aiment se donner aussi. Parce que l'équipe qu'on a constituée, je vais pas dire que c'est la meilleure équipe, mais laissez-moi vous dire qu'à partir de 8h30, 8h40, il y a tout le monde. Des fois, il est 17h. Parce que nous sommes très souvent dans les mouvements et tout ça, dans des courses, et tout ça. On n'est pas là au bureau, mais ils savent que le boulot doit finir à 16h30. Mais il peut continuer, il a des trucs à faire, il continue. Jusqu'à 17h, de fois, c'est vous qui devez appeler pour dire, mais vous êtes encore au bureau. J'ai remarqué, à chaque fois qu'ils ne sont pas au bureau, littéralement, on doit appeler pour dire, guys, il faut rentrer. Mais sur leur contrat, c'est écrit 16h30. Donc, une façon de dire que ce que nous, on voulait, c'était la volonté. Oui. La volonté et l'amour du travail. Lire et écrire, c'est important, c'est vrai, mais c'est des choses qu'on apprend.
Mais Dieu, quand il nous crée, il met quelque chose en nous. Et c'est cette chose-là, c'est sur cette chose-là que moi, je suis en train de me baser. Oui, oui. Donc, sur l'amour du travail, la volonté du travail, et voir un peu le don que la personne a, Ah, la capacité que la personne a. Et c'était sur ça que je me basais. Donc, il y avait de ces gens, quand tu parles avec, tu sens que la personne te montre ses faiblesses du genre à dire que voilà, je n'ai pas de grand diplôme, je n'ai pas de grandes expériences, mais c'est que moi j'ai envie, c'est que vous me donniez une chance. Je vais essayer de montrer de quoi je suis capable. oui. Et vous allez voir, vous allez en juger de vous-même. Et laissez-moi vous dire que c'est la meilleure façon de recruter parce que J'aimerais juste bondir sur ça. la personne a une dette morale dans le sens où je dois montrer Oui, oui. que je sais faire En plus, malgré mon pour une manque petite de entreprise, c'est clair que littéralement, nous avons besoin des gens qui nous sont redevables. capacité. Je te jure. Mais Je te jure. juste pour rebondir sur ce qu'il était en train de dire, nous avons, en tant qu'entrepreneur, pour rentrer encore peut-être pour prendre un autre aspect, en tant qu'entrepreneur, au départ, quand vous avez encore des ressources limitées, vous avez encore, il y a encore, votre business est encore à haut risque puisque vous pouvez fermer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, puisqu'il n'y a pas l'argent qui entre, il n'y a pas des clients qui viennent, tout ça. Il est vraiment important de ne pas juste avoir des gens qui sont motivés premièrement par l'argent. L'argent, c'est clair que bon, tout le monde travaille d'une manière ou d'une autre pour avoir l'argent. Mais la première motivation pour laquelle vous devez recruter votre première équipe, quand vous parlez avec eux, ils ne doivent pas vous montrer qu'ils sont à la recherche de l'argent. Et ça, parfois, c'est, pour moi, quand j'étais parfois en train d'interviewer les gens, littéralement, c'est un peu, parfois, c'est que certains candidats me donnaient, ils avaient les compétences, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils montraient tellement qu'ils étaient à la quête de l'argent qu'ils en oubliaient même que moi, je n'employais pas les gens pour leur payer. Je n'emploie pas des gens pour les payer. J'emploie littéralement des gens pour qu'ils mettent leurs compétences au service de l'entreprise. Donc, quand vous êtes en train de passer votre entretien, je sais pas moi, d'embauche, ne jamais mettre en avant votre désespoir littéralement. Et ça, c'est surtout dans les pays où il y a un haut niveau de chômage, tout ça. Où quelqu'un peut-être a passé une année, 2 ans, il cherche de l'emploi, il ne trouve pas, il a l'occasion d'avoir un entretien. Et là, il va littéralement commencer à parler de sa vie même personnelle pour dire combien il souffre, combien il a besoin de cet emploi. J'ai des enfants, j'ai une femme malade. Littéralement, moi, ça va peut-être paraître bizarre, mais à un certain moment, pour moi, je m'en fous littéralement. Puisque moi, je suis encore à un niveau où je suis en train de rechercher des gens qui sont plus compétents que moi dans certains domaines littéralement. Et les gens qui techniquement vont me rendre moi la tâche facile en tant que fondateur qui vont en tout cas pour les compléter, si entrepreneurs, on peut dire qui ça. vont littéralement me Moi, je peux faire un, l'autre vient faire deux, l'autre vient faire carrément, C'est carrément, comme ça qu'on carrément. fait, en fait. Nous, par exemple, les entrepreneurs, c'est que j'ai compris, par exemple, c'est pourquoi il faut toujours parfois 2, 3 entrepreneurs, fondateurs, tout ça, ou sinon une équipe forte. C'est que nous sommes tellement focalisés sur le futur que très souvent, on en oublie même à parler ou à s'occuper de tout ce qui est présent. Pour ceux qui veulent débuter en entreprise, en tout cas, vous allez comprendre de quoi je parle. Même quand vous êtes la plupart des temps, quand moi je suis au bureau, je suis en train toujours de travailler sur des choses futures, littéralement. Et là, je pense depuis que nous avons commencé, dès le moment où nous avons fini, par exemple, les formations avec l'équipe, je ne me suis plus occupé de l'opérationnel pour savoir qui allait faire quoi ces jours-là, qui allait faire quoi, qui allait attribuer telle tâche. Je me suis directement, littéralement détaché automatiquement. Ça n'était même pas dans ma tête. Pour moi, c'était une étape, là, comment on peut dire, finie. Puis, bon, je commence déjà à me projeter dans 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va être. Et littéralement, c'est pourquoi il faut vraiment avoir des partenaires qui comprennent ta vision, littéralement. Ou quand tu peux donner une petite instruction, mais lui, il voit ça, comment on peut dire, il voit les détails derrière ça, littéralement, il développe ça. Donc, de temps en temps, parfois, je peux dire à quelqu'un quelque chose pour dire, OK, pour tel truc, par exemple, est-ce que tu pourrais juste penser à ça? Je ne vais pas les faire asseoir pendant 30 minutes, l'expliquer, non, fais ça, fais ça. Sinon, si jamais un jour, en tant qu'entrepreneur, vous avez votre première équipe, et pour comprendre quelque chose, il faut que vous asseyez pendant 30 minutes, 40 minutes pour leur faire comprendre une tâche. Quelque part, vous avez échoué littéralement. Il faut vraiment avoir des gens qui peuvent avoir je peux appeler même ça littéralement comme un don, de comprendre votre vision littéralement. Vous pouvez donner une phrase, puis lui, derrière cette phrase, il voit tout un paragraphe, il voit littéralement tout un livre, puis il conçoit vraiment ce qui est dans les opérations littéralement. Avoir des personnes qui vous attendent juste pour donner des ordres, c'est l'un des plus grands calvaires littéralement en tant qu'entrepreneur, surtout quand, je répète encore, vos ressources sont limitées, les risques sont élevés, vous voulez encore bâtir une réputation, construire un carnet d'adresses. Et si vous devez littéralement, quand vous avez une équipe de 8 personnes, commencer à être derrière chaque personne pour dire, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui, c'est épuisant.
c'est épuisant. Vraiment, C'est pourquoi on disait les compétences c'est bien, les diplômes c'est bien, c'est extraordinaire tout ça. Avoir fait une licence, désolé, une licence c'est bien, un master, mais c'est que je crois le monde de l'emploi cherche et je ne pense même pas que c'est juste pour les petites entreprises, même pour les grandes entreprises, c'est que les gens commencent à de plus en plus chercher c'est l'attitude, c'est les mindsets. voilà. Comment est-ce que tu arrives à réfléchir? Il y a des gens qui sont partis à l'école, ils ont juste mémorisé des leçons, littéralement. C'était juste pour avoir des A+, ou des 60%, des 90%. Ce n'était pas vraiment pour eux. Ils apprenaient juste pour passer les tests, littéralement. Et quand maintenant, il faut mettre ça maintenant dans les contextes du monde professionnel, Ça devient ça devient un calvaire, littéralement. Ça devient un calvaire. Et vous allez voir certaines personnes, ils ont les diplômes, ils ont les compétences, mais côté relations interpersonnelles, c'est foutu, il ne sait pas comment faire avec les gens. C'est même un problème ici au Congo, c'est que plusieurs gens ne savent pas pourquoi à l'université on a instauré le système de stage académique. Mais peut-être ils ne comprennent pas. C'est juste pour avoir une idée de comment ça se passe dans le monde Oui. professionnel. Bon, après, je ne condamne pas seulement les étudiants, peut-être quand ils arrivent aussi dans des entreprises ou dans les lieux où ils font leurs stages professionnels, peut-être qu'on les apprend pas ça. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que quand on va dans un stage professionnel, c'est pour voir comment ça se passe, comment dans le futur, c'est pour essayer de se projeter dans le futur, de voir comment je vais travailler dans le futur, qu'est-ce que j'aurai à faire dans le futur, comment je dois rester avec ceux qui seront mes collaborateurs dans le futur. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a ces gens maintenant qui ont des diplômes, qui ont tout ça, mais qui n'arrivent pas à s'adapter au monde professionnel, qui restent dans la logique du papier et du stylo, comme moi j'appelle littéral. ça. Donc, ils se disent qu'il doit être comme ça. Tant que le professeur n'a pas parlé, lui ne fait rien. Si le professeur n'a pas donné le devoir, je ne prends pas d'initiative. Et ils amènent ça littéralement dans le monde professionnel où il n'y a pas d'initiative. Il n'y a pas d'initiative. Il sait qu'il vient à 8h30, il arrive au bureau, il se pose, il attend qu'on lui demande de faire quelque chose. Alors que c'est pas ça. Dans le monde professionnel, il faut créer. Tu arrives quelque part, tu te poses, tu regardes qu'est-ce que je peux faire. Mais on n'a jamais fait ça. Bon. Ce qui est sûr, c'est que quand tu n'as pas le droit de prendre des décisions, tu peux voir celui ou celle qui a le droit partager ta vision ou l'initiative que tu as. Et si c'est correct, on te laisse le faire. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que tu viens proposer des trucs comme ça à celui qui ou à celle qui est ton chef ou ta chef, ça augmente une estime de toi auprès de ton chef. Dans le sens où le chef sera toujours là en train de réfléchir. À chaque fois qu'il aura un problème où il sera bouté à un obstacle, c'est auprès de toi qu'il viendra prendre conseil. Pas parce que tu es le plus intelligent, non, c'est parce que tu sais comment t'adapter, tu sais comment t'ouvrir et tu sais comment innover, si je peux dire ça comme ça. Entreprendre, ce n'est pas facile. Gérer une équipe, ce n'est pas facile. Et pour toi, techniquement, qui viens de commencer à gérer une équipe, qu'est-ce que ça te fait, par exemple? C'est pas facile, c'est vrai, mais ça devient, bon, pas facile, mais ça devient, si je peux dire ça, un peu léger. Le poids devient un peu léger si et seulement si les personnes que tu gères sont aptes à écouter et à comprendre. La capacité à écouter, à comprendre. Donc, si ces personnes-là peuvent te comprendre facilement, si ces personnes-là peuvent innover en bien, c'est vrai que des fois, quand on veut prendre des décisions ou innover ou quoi que ce soit, c'est pas toujours des bonnes idées. On peut se tromper aussi, ça arrive. Mais ce qui est sûr, c'est quand tu te trompes, et la rapidité de te rattraper et de continuer. Parce que si tu te trompes et que tu te dises que j'avais pris une décision, ça n'a pas marché, donc je laisse passer. Non, tu n'iras pas loin. Donc ça arrive de se tromper. Des fois, tu peux prendre une décision, tu te trompes, mais c'est pas pour autant que tu vas te limiter ou t'arrêter là. Donc gérer une équipe, c'est pas facile, mais c'est juste qu'il faut aider cette équipe-là à avancer dans le sens où il y a toujours des gens un peu plus forts et ceux qui sont un peu plus faibles dans l'équipe. Il faut juste avoir la capacité d'emmener tout savoir à un certain niveau. Donc, même s'il est faible, qu'il ne soit pas très faible. Parce que je me souviens, même quand on était à l'école, il y avait des mentions pour la conduite. Il y avait médiocre, mauvaise, assez bonne. Donc, si la personne est médiocre, que la personne arrive un peu au niveau d'un certain niveau, tu vois, assez bon. Même si l'autre, c'est, je sais pas, très bon, hyper bon, c'est pas grave. Mais si la personne a déjà atteint le niveau d'assez bon, c'est déjà une bonne chose. Donc, gérer une équipe, c'est pas facile, mais il faut juste s'adapter et comprendre comment fonctionne ton équipe. Il y a des gens qui sont quand même lents. Il y a des gens qui sont quand même là, difficiles à prendre des initiatives. Mais il y a d'autres qui sont là, tous les matins, il vient, il est survolté, il est boosté.
C'est comme c'est la Voilà. prise, c'est pas moi. Et Il faut savoir aussi canaliser l'énergie de certaines personnes. Parce qu'il y a ces gens qui, quand ils viennent avec beaucoup trop d'énergie, ils font des bêtises. Ça déséquilibre même l'équipe directement Voilà. aussi, c'est ça. Et par exemple, en tout cas, on va pas parler de notre équipe, il reste de suivre la vidéo. Vous êtes une très belle équipe en tout cas, mais par exemple, concernant notre équipe, quand tu as commencé la première semaine où tu as rencontré maintenant toute l'équipe, tu as commencé à travailler avec toute l'équipe, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? C'était toi, premièrement, montrer aux autres la voie à suivre par rapport à ce qu'ils devaient faire, par exemple, ou c'était toi-même d'abord connaître la voie à suivre par rapport à ce que toi-même tu devais faire Il y avait en tant que leader? il y avait les deux difficultés. Mais ce qui est sûr, c'est que la plus dure, c'était de partager, peut-être si je peux dire ça avec les autres, dans le sens où ils viennent tous avec leur certaine façon de voir les choses. Il faut les aider à voir les choses comme l'entreprise doit marcher. Ça, c'est de un. De deux, c'était d'essayer de cerner chaque personne. Parce que, oui, il y a des gens qui viennent comme ça, chacun vient avec sa personnalité, son éducation, sa formation. Donc, il faut maintenant savoir essayer de comprendre cette personne, comment cette personne voit les choses, comment cette personne réfléchit. C'était ça qui était un peu compliqué. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas encore à 100%, complet, oui. mais j'ai quand même une idée sur chacun des chacun des personnes et du personnel Ouais. je sais pas, mais j'ai l'idée, j'ai une certaine idée de tout le monde en fait. J'ai une certaine vision de comment ils voient les choses, de comment ils veulent faire les choses, de comment ils veulent voir les choses avancer. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est un point vraiment important pour les entrepreneurs aussi à prendre en compte, surtout ici, on parle plus aussi dans les cadres quand vous avez une petite entreprise ou une petite équipe, littéralement. Là, nous sommes à quoi? 9 personnes, 8 personnes, là, on est pas comme si on a une centaine de personnes, il y a plusieurs levels de management. Non, actuellement, ce qui est vraiment aussi important pour les entrepreneurs, c'est une expérience que j'ai aussi reçue avec Oudouma, tout ça. Il est vraiment important, dès le départ, mis à part les faits d'être à mesure de discerner les compétences de tes employés ou autres, de tes collaborateurs. Mais ce qui est aussi parfois le plus important, c'est aussi discerner ou comprendre, arriver à comprendre littéralement leur personnalité. Donc les compétences, c'est beau, tout ça, la personne ici est compétente dans tel ou tel autre domaine. Ça, c'est normal. Là. En tant que manager, tu dois savoir les faiblesses et les forces de ton équipe, de chacun. Mais les personnalités, c'est une fois que tu maîtrises les personnalités des gens, tu sais littéralement comment leur parler, comment leur donner entre guillemets des ordres, comment leur donner des instructions. Et ça a plus de sens. Quelqu'un qui, par exemple, est assez chaud, quand par exemple, toi, tu penses qu'il est froid, que tu lui donnes des orientations, des ordres, ou c'est pas moi, des instructions, comme quelqu'un de froid, il ne va pas produire le même travail, par exemple. Quelqu'un qui a un sens, par exemple, de motivation assez élevé. Si, par exemple, tu lui parles, lui, il te parle de ses motivations, tout ça, l'entreprise doit faire ça maintenant, demain on doit aller là-bas. Puis toi directement, tu casses la vague pour dire non, on ne va pas faire ça maintenant, c'est tout, on va faire ça juste dans 10 ans. Et tu n'arrives pas à trouver un juste milieu, c'est tout, tu brises littéralement même sa motivation. Donc, savoir comment discerner, par exemple, pour savoir, celui-ci, c'est quelqu'un qui est assez innovant, il a toujours des bonnes idées. Et comme tu viens de le dire d'ailleurs, l'important en tout cas pour une jeune entreprise, c'est d'essayer tout tôt, mais quand vous échouez, de se relever aussi très tôt, très rapidement. Tu essayes, tu échoues, tu changes. Tu essayes, tu échoues, tu changes. En tant que jeune entreprise, par exemple, comme la nôtre, même si nous avons déjà une autre expérience avec Oudouma, nous avons déjà une équipe, tout ça, ça fait quoi, 2-3 ans déjà. Mais n'empêche que, en tant que gestionnaire, surtout pour une petite équipe, tu es un entrepreneur, tu viens de te lancer, tu n'es pas le plus intelligent. Tu vas sûrement faire des erreurs, que ce soit dans ton jugement par rapport aux décisions, que ce soit par rapport aux instructions que tu vas donner. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Un point aussi qu'on avait peut-être oublié, c'est que quand on débute, quand on est encore une jeune équipe, et nous ne sommes pas très nombreux, il faut créer une certaine affinité. La cohésion d'équipe. Une certaine familiarité, si je peux dire ça. C'est important. Dans le sens où tout le monde est capable de te dire les choses clairement. Et sincèrement. Clairement et sincèrement. C'est très important parce que si vous avez des gens qui ont peur, qui n'ont pas le courage ou la force de vous dire les choses clairement, vous avez perdu. Il va aller faire des bêtises
Il pourra pas se rattraper parce qu'il sait que quand il viendra dire au chef, le chef va lui tirer les oreilles. Tu vois? Mais alors que s'il sait qu'il peut dire au chef et le chef lui dira, bon, voilà, tu as mal fait, mais prochainement, faut pas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Continue ton travail. C'est très important pour la personne, même avec les enfants, c'est comme ça que ça se passe, l'éducation des enfants. Si tu es un papa trop dur, qui crie, qui tape, qui tout ça, les enfants n'auront pas le courage de venir te raconter des choses. Alors qu'ils ont peut-être deux fois besoin de te dire des choses. Ils n'auront pas le courage de le faire. Mais si tu es un papa quand même, pas laxiste aussi, mais qui sait comment équilibrer, lorsqu'il faut crier, tu sais crier. Lorsqu'il faut parler calmement, lorsqu'il faut conseiller, tu sais le faire. Les enfants viendront te dire les choses clairement. Et c'est comme ça avec une entreprise aussi. Les gens viendront vous dire les choses, les employés viendront vous dire les choses clairement, si et seulement si vous les mettez dans un atmosphère Ils se sentent où en sécurité ils se sentent en sécurité de partager des vérités avec vous. C'est pourquoi, là, quand vous débutez, là, on est en train de parler juste, quand vous débutez une entreprise, c'est que parmi les points les plus importants à prendre en compte, à considérer, c'est, en tant qu'entrepreneur, en tant que, c'est pas moi, CEO, c'est quelle culture d'entreprise est-ce que je vais littéralement instituer dans cette entreprise. En tout cas, je vais la mettre en place. Quelle est la culture d'entreprise que vous voulez voir littéralement? Et l'un des moyens, entre guillemets, comment on peut dire, l'un des moyens les plus parfaits, la perfection, en tout cas, ça n'existe pas. L'un des meilleurs moyens, de toutes les façons, de mettre en place une certaine culture dans l'entreprise ou d'instituer une certaine culture dans l'entreprise, c'est vous, en tant que dirigeant, en tant que CEO, en tant que fondateur, d'être cette culture-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, vous voulez inculquer la culture de la ponctualité, vous-même devez être ponctuel. Si vous voulez, par exemple, inculquer la culture, par exemple, pour dire que commettre des erreurs, c'est quelque chose c'est humain, littéralement. Il y a toujours quelque chose que j'ai dit, c'est refuser, comment on peut dire, les erreurs ou les fautes à quelqu'un, littéralement, ou peut-être condamner quelqu'un puisqu'il a commis une erreur, c'est lui refuser son humanité, littéralement. Nous sommes tous humains, nous allons tous commettre des erreurs d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez, par exemple, créer une culture d'entreprise où, par exemple, les gens sont à l'aise, par exemple, à venir vous dire, ici j'ai merdé, ici j'ai mal fait ça, ou peut-être ici j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché. Vous-même, en tant que chef d'entreprise, il faut montrer aux autres que vous n'êtes pas parfait. Quand vous commettez des erreurs, il faut en parler ouvertement aux autres pour dire, oh, hier, j'avais parlé de tel truc, par exemple, j'avais pris telle décision, mais je pense que c'est une mauvaise décision, je pense qu'on devrait changer. C'est pas si quelqu'un d'autre a une idée. Il faudrait que vous-même, vous soyez à l'aise à vous mettre à nu devant littéralement vos employés. Et ça, c'est pas, donc, pour instituer une culture d'entreprise dans une petite entreprise, vous, en tant que fondateur, incarnez cette culture que vous voulez. Si c'est la culture du respect, soyez vous-même respectueux. Si c'est la culture de la ponctualité, soyez vous-même ponctuel. Si c'est l'innovation, soyez vous-même innovatif. Si c'est les courages, si c'est la motivation, si c'est l'honnêteté, si c'est pas moi, les valeurs, c'est pas n'importe quelle valeur, incarnez ce que vous voulez voir dans les autres. Ça, c'est mis à part le fait d'avoir des formations, d'écrire ça sur un papier, de donner ça, je ne sais pas moi quoi, lors de la journée, c'est pas moi des formations, comme je disais. Soyez ce que vous voulez que votre entreprise soit. Et c'est ce que la plupart des entrepreneurs parfois oublient. Entreprendre, comme on vous le disait au départ, on va commencer peut-être à chuter petit à petit. Cette petite vidéo aujourd'hui, c'était juste une introduction. Entreprendre, ce n'est pas une petite partie de plaisir, en tout cas. Encore plus pour un départ où vous êtes presque stressé. Comme j'étais en train on était en train de parler en journée, lorsqu'on était en train de faire les courses, je disais, depuis que je suis à Kinshasa, je dors stressé, je me réveille stressé, je dors fatigué, je me réveille plus fatigué que quand je m'étais littéralement endormi. Quand vous débutez une entreprise, parfois, les gens de l'extérieur voient juste les photos, les gens de l'extérieur voient juste que vous avez fait une vente, vous avez juste, mais ils ne savent pas tout le travail derrière, littéralement. Et tout le travail derrière là, c'est quand même, c'est parfois même difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas initié dans une certaine mesure. Quand vous dites à quelqu'un, non, je suis encore au bureau jusqu'à 21h, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore jusqu'au bureau à 21h? Moi, depuis que je suis à Kinshasa, il n'y a pas un jour où je suis rentré à 16h, à 17h ou 18h à la maison. Ils sont tous témoins. Les minimums, les plus tôt que je rentre, c'est à 21h, 21h30, c'est les plus tôt. Généralement, c'est 23h, 22h30 où je rentre à la maison, puisque bon, évidemment aussi les parents qui se plaignent, la famille pour dire, il y a la sécurité, tout ça. Mais généralement, je suis au bureau déjà vers 8h, 9h au plus tard, puis c'est vers 22h, 23h que je rentre à la maison. Quand vous voulez commencer l'entreprise, soyez vraiment conscient que ça ne sera pas une partie de plaisir. Ouais. Et je pense que la plupart des gens veulent entreprendre pour dire je vais devenir riche ou riche.
littéralement, si vous pensez qu'en entreprenant après 2 mois, à moins que vous soyez dans la vente de l'or, ou c'est pas moi, dans les bitcoins, ou c'est pas moi quoi, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose d'éperin, quelque chose qui va même aller au-delà de votre propre personne, que vous pourrez transmettre, vous voulez bâtir une entreprise où littéralement, vous serez même effacé. Moi, en tout cas, comme avec mon cofondateur, l'un des moyens par lesquels nous nous jugeons que nous avons réussi, par exemple, notre intégration, peut-être notre recrutement, c'est le fait que nos équipes aient de moins en moins besoin de nous pour prendre des décisions. C'est pourquoi, par exemple, nous, dès le départ, nous donnons directement toute la place aux gens de prendre des décisions. Par exemple, je me rappelle quand nous avons commencé avec lui, surtout quand nous avons vraiment commencé les opérations ici, quand je suis venu, je lui ai dit, tout ce qui concerne l'opération, là, moi, je serais même pas dedans, que ce soit pour la répartition, littéralement, tout ce il faut vraiment aussi, comment on peut dire, parfois, là, on parle de tout directement. Quand vous êtes entrepreneur et que vous venez d'embaucher, quand vous êtes seul, c'est sûr que techniquement, vous allez vouloir tout faire. Mais quand vous venez d'avoir créé une équipe, si vous voulez que votre équipe soit innovante, qu'ils amènent de nouvelles idées, c'est pas moi qu'ils soient engagés, il faut leur donner de l'espace. Oui. Ça, si vous êtes présent partout, vous prenez toutes les décisions, vous prenez tout l'espace, à un certain moment, ils vont dire, bon, c'est quoi mon rôle finalement? On sert à quoi littéralement? On se rend compte que non, bizarrement, les téléphones s'étaient éteints, il n'y avait plus de charge. Et la vidéo était à quoi? Heureusement pour nous, c'était à 46 minutes. Heureusement. Mais quel manque de professionnalisme. On a fait 1 heure de vidéo. On a fait littéralement 1 heure. Donc, il y a au moins 20, 25 minutes littéralement qui sont partis comme ça. Là, donc, on a parlé dans le vide. On a parlé dans le vide. Bon, c'est un peu ça le manque d'organisation. Bon, on s'en veut, mais bon, de toutes les façons, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. On peut se rattraper. Il est quoi? 22 heures. Et on se rattrape un peu, pendant 15-20 minutes encore, on rajoute. Et après, on va aller manger les foufous. Après, avec les foufous, sinon, les parents s'inquiètent. Mais bon, on était en train de parler ici de donner de l'espace aux collaborateurs, en tout cas. Et parmi les points importants dans la culture de l'entreprise, c'est donner, en tout cas, de l'espace aux collaborateurs. Et plus tôt vous donnez de l'espace aux collaborateurs pour aussi prendre des initiatives, pour prendre aussi des décisions, le plus tôt vous découvrez aussi leur personnalité puis leurs compétences aussi. Et leur créativité. Et leur créativité. Donc, quand c'est vous qui êtes au four et au moulin partout, littéralement, vous leur donnez pas de l'espace pour s'exprimer, pour exprimer leurs talents, exprimer leurs idées. Ils vont juste faire ce que vous les demandez. Littéralement. Et ça tue les petites entreprises. C'est parmi les choses qui tuent surtout les petites entreprises naissantes. Où techniquement, à un certain moment, vous, en tant que leader, en tant que gestionnaire, vous vous retrouvez presque à tout faire. Et même quand vous ne le faites pas, vous êtes l'initiateur de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et l'un des critères, littéralement, qui montre aussi, dans une certaine mesure, un certain niveau de la croissance de l'entreprise, là, on va en parler un peu, peut-être un autre jour. En tout cas, dans la croissance de l'entreprise, c'est aussi qui montre le niveau de la maturité qu'a atteint votre entreprise. C'est lorsque dans votre entreprise, il commence à se prendre des initiatives qui réussissent, qui n'ont rien à voir avec vous. Ouais. Littéralement. Ou les employés eux-mêmes, dans son département ou dans son secteur, ils prennent des initiatives qui ajoutent une valeur, une plus-value à l'entreprise, alors que techniquement, ça ne vient même pas de vous. Vous n'y avez jamais même pensé littéralement, mais il les fait et la chose évolue. Et même quand la chose ne marche pas, il faut quand même reconnaître les mérites d'avoir pris l'initiative. Et d'avoir pris le risque. C'est ça littéralement. C'est un point en tout cas important, par exemple, sur lesquels nous on travaille, en tout cas pour mettre toute notre équipe à l'aise, leur permettre de s'exprimer, de donner les idées. Et parfois même, on préfère même prendre des risques au départ, de les laisser échouer, même si on sait que ce qu'ils vont faire est mal. Oui. Et ça, c'est, comment on peut dire, en tant que leader, c'est quelque chose c'est comme par exemple, vous êtes un parent, littéralement, vous avez un bébé avec vous. Vous voyez tout le temps, par exemple, vous dites au bébé de ne pas, c'est pas moi, monter sur la chaise ou c'est pas moi parce qu'il va se blesser. Puis les bébés continuent. Si vous continuez toujours à lui dire ce qu'il ne faut pas faire, littéralement, vous allez vous fatiguer certainement. Oui. Parfois, la meilleure idée ou peut-être la meilleure stratégie, c'est de les laisser faire, littéralement. Il va se blesser. Il va comprendre. Et c'est pourquoi même je parlais de l'exemple de notre conseiller juridique, où parfois quand on parle avec lui, il donne des idées, tout ça. Parfois, avec mon expérience du domaine, avec mon expérience dans les secteurs, comment on gère aussi les entreprises, tout ça, parfois je me dis, cette idée n'est peut-être pas bonne, ou peut-être cette proposition n'est peut-être pas bonne. Mais je préfère littéralement qu'on applique d'abord ce que lui-même il a donné comme initiative, comme idée. Puis après, on va maintenant faire ensemble une réévaluation pour dire, oui. Tu vois l'idée que tu avais donnée,
par rapport à ça, il fallait peut-être qu'on fasse ça, par rapport à ça, il faut qu'on fasse ça. Et à la fin, je vais toujours dire, qu'est-ce que toi tu en penses? Voilà. Qu'il lui-même soit Donc, initiateur. une façon de lui montrer que tu t'es trompé, Littéralement. mais c'est pas pour autant que tu n'es pas compétent. C'est ça. Ça n'a Tu t'es rien à voir. trompé, ça arrive, mais ça n'a rien à voir avec ta compétence. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de douter de ton savoir-faire et de ta compétence. C'est très important d'inculquer ça aux gens parce que très souvent, les gens n'ont pas cette culture-là de vouloir innover juste parce qu'ils ont peur de perdre et de se faire gronder ou de se faire tirer les oreilles. Quand on parle de perdre, il y a des risques aussi. Donc, il faut pas que le risque atteigne un niveau où l'entreprise, ça joue sur si je peux dire, sur la survie de l'entreprise. Si c'est des risques comme ça, non, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous imposer parce que vous n'allez pas voir vos efforts tomber juste parce que quelqu'un voulait essayer quelque chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est de laisser à un certain niveau. Donc, à un niveau où la personne, même s'il échoue, après, il saura que, là, je me suis trompé, j'ai échoué. Prochainement, je dois faire ça. C'est facile d'y remédier aussi en Voilà. Donc, il faut toujours, en tant qu'entrepreneur, c'est que peut-être on n'a pas dit, faut aussi sécuriser son entreprise. Très clairement. Faut pas laisser son entreprise à la portée de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les gens au Congo aujourd'hui veulent qu'on les fasse confiance, mais c'est pas à tout le monde qu'il faut faire confiance. On a dit ça au début où on a parlé des affinités ou des personnes qu'on veut engager, qu'on crée une nouvelle équipe. C'est très important. Mais malgré ça, c'est des gens qu'on connaît, mais ça donne pas, je sais pas, une confiance à 100% ou à 1000%. Il faut toujours avoir un certain niveau de, si je peux dire ça, de méfiance et de prudence. C'est toujours important aussi pour la survie de l'entreprise. Ça, c'est clair. De peur de perdre l'entreprise juste par gentillesse ou par ouverture. Donc, voilà. Et peut-être une question qui n'a rien à voir d'abord, premièrement, avec tout cette... Peut-être non, qui a quand même à voir. D'après toi, quels sont les plus grands risques quand on se lance dans l'entrepreneuriat au Congo, spécifiquement ici au Congo? Bon, le plus grand risque d'abord, c'est le découragement. Parce que laissez-moi vous dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat au Congo, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous décourager. Donc, vous pouvez commencer à avancer, commencer à vous faire même de l'argent, mais au bout d'un moment, vous risquez de vous sentir découragé à cause de tout ce qui vient après. Comme tout ce qui vient derrière. Bon, par exemple, les taxes. Si on peut partir d'abord sur ça. On n'est pas méchant, on veut tous que notre pays se développe. On veut tous que notre pays aille de l'avant. Et les taxes payées, les taxes ou les redevances, les impôts, tout ça, c'est très important pour l'avancée de notre pays. Ça, on le dit. Et c'est vrai. On est légal, on a tous nos documents en place, on paye toutes nos, je sais pas, nos redevances. Mais ce qui est sûr, au bout d'un moment, c'est pénible. Très mal. C'est pénible. Ça fait très mal à la tête. Et c'est l'une des choses qui décourage certaines personnes. Nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, on le dit, sans mâcher les mots, on n'a pas de parapluie, comme les Congolais appellent. Donc, des gens de personnes aussi, qui appellent peut-être à la DGRK, à la DGI, la DGRK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction des recettes de Kinshasa, oui. Puis DGI, direction générale des impôts. Donc, qui appelle tout ça, qui va dire, laissez, c'est mes petits, on n'a personne. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut venir aussi. S'il y a quelqu'un, si vous avez des contacts à la DGI, à la DGRK, je sais pas moi. Ça va beaucoup vous aider. C'est pas au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas tout ça et il faut voir le défilé de ces gens-là dans nos bureaux. C'est vraiment compliqué et c'est même l'une des raisons qui nous a poussé à prendre un conseiller juridique aussi rapidement pour qu'il puisse un peu essayer de réglementer et de gérer ça parce que ça devient un moment, un casse-tête. C'est stressant. Tous les jours, des gens venir défiler dans les bureaux pour une taxe que vous n'avez pas payée ou pour une taxe que vous avez déjà payée, mais qui veut seulement créer un truc là comme ça pour ressortir. Je pense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être quoi? La mégestion. Quand tu entreprends, sacrifie-toi. Il est 22h, nous sommes là. Si tu te dis que oui, je travaille un peu, je veux continuer demain. Demain, c'est mort. La mégestion et la procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination. Ça, c'est un souci. C'est vrai qu'ici, parce que aujourd'hui, par exemple, on avait prévu de faire la vidéo depuis, je sais pas, depuis quelques jours. Mais si on la fait pas, c'est parce que avant ça, on a des courses à faire. On était occupés. Quand vous faites les courses, les embouteillages, tout ça, vous revenez au bureau à 18h, 19h, vous êtes fatigué, vous devez filmer, faire
Mais aujourd'hui, on s'est fait violence. Il est 22h. On fait quand même la vie dedans. Faut vraiment se faire violence. Faut mettre le sommeil de côté, ça c'est sûr. Le sommeil de côté, la paresse de côté. Un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Ah, ça c'est la parole de la Parole de l'Éternel. Mais même en parlant de procrastination, il y a toujours comme une citation qui me vient toujours chaque fois à l'esprit, en tout cas, like, pour ceux qui me suivent sur la page, ma page Issachar Mindset. Vous avez sûrement déjà lu ça. Like, ça dit, par exemple, beaucoup dorment avec des rêves, mais peu se réveillent avec une vision. Like, ce que ça veut dire juste quelque part là, c'est la plupart de mes amis, en tout cas, la plupart des gens même avec lesquels on parle, très souvent quand on parle avec eux, ils te disent non, j'ai une idée, je vais faire ça, j'ai une idée, je vais créer telle entreprise, j'ai une idée, j'aimerais me lancer dans tel autre business. Et la plupart du temps, ce sont des belles idées, ce sont des belles initiatives qu'ils voudraient mettre en place. Mais 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, une année plus tard, ces personnes-là sont toujours au même niveau. Ils sont toujours à l'étape de l'idée littéralement. Ils ne sont même pas encore passés à la matérialisation. Ils n'ont même pas encore même un business plan. Ils n'ont même pas encore écrit ça sur papier. Je me rappelle quand, par exemple, moi et mon frère, nous avons, les cofondateurs de Nyumbako Léopold, nous avons voulu commencer Nyumbako. Nous avons réfléchi sur ça quand même pendant quoi 1 mois, je pense, où presque chaque jour on parlait de ça. Là, on s'est projeté sur 5 ans, 10 ans, littéralement. Donc, c'était vraiment difficile pour nous de nous projeter sur 1 mois, 2 mois. Like, la plupart, même si tu lis dans notre business, littéralement, c'était hyper difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain. Like, c'était plus dans 5 ans. Et en tant qu'entrepreneur, l'un des conseils, en tout cas, que j'aimerais donner, en tout cas, avec la petite expérience qu'on a, il faut toujours commencer par la fin. Commence toujours. Il faut toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Même moi, je suis perdu. Commencer par la fin, ça veut dire où est-ce que tu te vois une fois techniquement que tu es sur ton lit à 65 ans avec ton entreprise. Où est-ce que tu vois ton entreprise, par exemple, quoi ici? À quel niveau tu veux voir ton entreprise quand tu auras 65 ans, littéralement, là, la plupart prennent la retraite, par exemple. Où est-ce que tu veux voir ton entreprise à ce moment-là? Quel niveau de développement, quel niveau de croissance, quel niveau d'implantation? C'est quand tu as cette vision-là finale, littéralement. Maintenant que tu tournes les dos pour commencer à travailler maintenant pour aller vers là. Parfois, les gens commencent par les départs. Ça veut dire, ils ne savent pas encore littéralement dans 5 ans, dans 10 ans ce qu'il va être. Et il se dit, bon, je commence juste à partir. On verra on verra ce futur. Et c'est ça même techniquement qui fait que le découragement a un plus grand impact. Quand littéralement on connaît l'objectif, la vision qu'on poursuit, les sacrifices durant le chemin prennent tout leur sens. Dans la mesure où littéralement tu sais que dans 5 ans, tu as quand même une image de toi dans 5 ans. Et tu sais que pour arriver à cette image-là, les sacrifices d'aujourd'hui, tu dois quand même les consentir à le faire. Et ça donne un sens au sacrifice et ça allège les sacrifices. Dormir à 2 heures, se réveiller à 6 heures, ce n'est plus un poids, littéralement. Tu les fais quand même, tu peux te fatiguer, mais mentalement, tu es fort, puisque tu sais que tu tends vers quelque chose. C'est quand le découragement, tout ça, ça vient généralement quand on tend vers rien. Quand on se dit, je vais juste me lancer dans l'entrepreneuriat pour Voilà ce que ça va dire. juste, et surtout, c'est quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour faire l'argent. Parfois, quand un jour je causais avec un ami au Canada, on partageait sur ça. Je lui disais, si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat pour faire l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Lance-toi dans l'entrepreneuriat pour créer de la valeur. Et la valeur, c'est elle qui va te rémunérer. N'y va pas pour l'argent. Sinon, si c'est pour l'argent, tu ne vas pas te faire l'argent après une année, après t'être lancé dans l'entrepreneuriat. Tu vas pas devenir millionnaire après 6 mois. Mais entre les moments où tu commences et les 6 mois, il y aura sûrement des challenges. Il y aura des découragements, il y aura des trahisons. Il y aura, comme tu disais aussi, le gouvernement qui va vouloir faire ta peau littéralement avec les impôts, les taxes, je sais pas moi quoi. Bref, c'est tout ça techniquement l'un des meilleurs plutôt moyens de surmonter ça littéralement. C'est d'avoir en tout cas une vision, pas juste des ambitions littéralement. Et je pense même on est en train presque d'aller vers la fin. Tu connais notre frère Jos, quand même les prophètes. Un jour, je parle avec un ami à nous, je pense un jour peut-être on va le recevoir aussi, mais ça sera peut-être en ligne, puisqu'il est en Tunisie. Un jour, je suis en train de parler avec lui, on parle, puis on était en train de parler de quelqu'un, si je me trompe pas, puis à la fin, il me pose la question sur ce que la personne disait, je dis non, cette personne a des ambitions, elle n'a pas une vision. Et il était choqué pour dire, quelle est la différence entre avoir une ambition et littéralement avoir une vision, surtout dans les cadres de l'entrepreneuriat.
avoir des ambitions comme entrepreneur, ça veut dire, c'est se dire littéralement, dans 5 ans, je vais avoir une Range Rover. Ça, c'est des ambitions en tant qu'entrepreneur. Dans 2 ans, je vais acheter ma propre parcelle. Dans une année, je vais me payer un salaire de 10 000 $. Ça sont des ambitions. Mais en tant qu'entrepreneur, on ne bâtit jamais une entreprise sur des ambitions. On bâtit toujours une entreprise sur une vision. Des ambitions, c'est tout ce qui est relié à nous. Ça veut dire qui se focalise sur nous. Quand tu as une ambition, c'est ta personne littéralement que tu vois évoluer. Mais quand tu as une vision, ce sont les autres. Parce que tu ne peux pas voir ton propre regard. Like, tu vois tes yeux là, tu ne peux pas voir dans tes yeux littéralement, à moins que tu utilises un miroir. Et c'est ça l'essence d'une vision. Une vision, littéralement, c'est voir quelque chose qui n'est pas nous, être meilleur, devenir meilleur, créer de la valeur pour les autres. Par exemple, quand nous sommes lancés dans l'immobilier, ce n'était pas pour devenir riche, comme on en parle toujours durant les réunions, même avec les employés. On dit toujours, enlevez l'idée d'abord de devenir riche ou de se faire l'argent. Focalisons-nous sur la création des valeurs. Est-ce que nous réglons un problème? Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que les processus que nous mettons en place, l'organisation, les opérations, c'est efficient, c'est efficace? Est-ce que réellement les clients finaux sont satisfaits de nos services? C'est après littéralement tout ça. Et tu vois, dans tout ce que je suis en train de citer ici, nulle part il y a moi. Il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les investisseurs, et nulle part il y a moi littéralement. Donc, tu ne peux pas me dire que tu as une vision si quand tu me racontes ta vision, il n'y a que ton bien-être qui est dedans. Il n'y a que toi qui me dis, dans 2 ans, je serai ça. Dans 5 ans, je serai ça. Je vais créer cette entreprise pour que dans 10 ans, je sois ça. Ce n'est pas une vision, c'est une ambition. Et les ambitions, c'est très fragile. Moindre problème, tu abandonnes. Et les problèmes aussi avec les ambitions, pour finir par là, les problèmes avec les ambitions ne sont pas transmissibles. Quand tu meurs avec tes ambitions. Tandis qu'une vision, techniquement, c'est quelque chose que tu peux partager, même après ta mort. Ton entreprise croit d'ailleurs a encore une croissance exponentielle, même après ta mort. C'est pour ça, quand vous créez une entreprise, essayez un peu de vous focaliser premièrement sur la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le produit final? Quel est le client final? Comment les satisfaire? Comment créer de la valeur? Tout ce qui est comme il y a d'ailleurs, je pense, un jour, on était en train d'en parler quand j'étais encore au Canada avec Tina pour dire, à un certain moment, j'ai, je crois, fait 1 année, 2 ans sans se payer des salaires avec le Douma, par exemple. Alors que nous avions vraiment de l'argent à ce moment-là. Il y avait de la clientèle, nous avions peu d'employés, ce qui faisait que techniquement, il y avait quand même beaucoup de liquidités qui restaient à notre disposition. Mais avec mon frère, on avait tellement une vision pour dire, nous devons avoir de nouveaux bureaux, nous devons aller. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Lubumbashi, bientôt Oduma sera à Lubumbashi. Bon, même si c'est les Numar qu'on parle aujourd'hui. Oui. Mais Numar, Oduma, bientôt, nous allons aussi nous lancer à Lubumbashi. Mais là, on avait tellement une vision à long terme et techniquement, les sacrifices qu'on pouvait faire pour se priver d'un salaire ou quoi, on ne considérait même plus ça comme des sacrifices. Oui. C'était comme une logique puisque nous avions une vision. C'est comme une personne qui sème. Donc, ton salaire que tu veux pas prendre, tu es en train de s'aimer pour le grossir dans le futur. Mais ne mets pas ça dans ta tête sur cette optique-là, parce qu'après, tu vas perdre ta vision. Mais sur l'optique que tu veux agrandir l'entreprise. Tu veux faire, moi je dis toujours, tu veux faire un nom dans ce pays. Tu veux faire un nom, parce que quand nous regardons les entreprises qui sont ici en RDC, rares sont des entreprises créées par des Congolais. Des vrais Congolais. Je pense que le dimanche, on va en parler. Les banques, les assurances, toutes les télécommunications. Et il n'y a aucune grande entreprise, en tout cas au pays, au Congo aussi, qui est fondée, créée, gérée par les Congolais. C'est quand même quelque chose qui doit nous réveiller. Ça fait mal. Doit nous réveiller parce que il y a beaucoup de Congolais qui ont des capacités, qui ont l'intelligence, qui ont, je sais pas, le niveau, mais qui ne se voient pas arriver ou atteindre ce niveau-là parce que ils n'ont peut-être pas les moyens, ou peut-être parce que ils n'arrivent pas à faire de leurs ambitions des visions, comme tu viens de dire. Littéralement. Donc c'est quand même compliqué. Littéralement. Et l'un des buts des vidéos que nous sommes en train de faire, c'est de nous montrer que nous ne sommes pas limités. Nous sommes jeunes, très jeunes, mais nous avons la capacité de faire de grandes choses. Et il y a un discours où il y a quelque chose que les Congolais disent souvent, les papas Mikolo Bazobo a coupé sa place. C'est pas faux. Mais après, oui, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Moi, ça me poser une question.
c'est auprès de quelle jeunesse les parents ou les papas laisseront la place. C'est ça. C'est ça la plus grande question à se poser. Si nous, les jeunes, nous nous focalisons dans les futilités, c'est normal que les parents veuillent rester parce que ils ont ils ont l'expérience, ils ont la maîtrise de la chose qu'ils sont en train de faire. Ils ont peur de laisser aux mains des personnes qui ne sont pas conscients de ce qu'ils veulent faire. Donc, quand tu veux entreprendre, quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, sois conscient, prive-toi aussi de certaines choses, comme il vient de La dire. privation. Ils ont fait un an sans salaire. Alors qu'il y avait des moyens. Voilà, il y avait des Il y moyens. avait les moyens de se payer $1000 de salaire ou c'est pas moi quoi. Un an sans salaire, c'est quelque chose de très compliqué, mais ils sont en train de se priver de certaines choses. Par exemple, moi, ce qui est sûr, ce qui est vrai, où lui, Tu vas pas te plaindre de ton salaire, ne te plains pas. On passe des temps, non, c'est même pas ça, je suis pas dans cette optique-là, mais on passe des temps sans voir nos amis, sans voir la famille. C'est des sacrifices. Littéralement. Alors que certains jeunes de notre perdons âge les relations. passent ah oui, passent plus de temps dans l'alcool, dans les futilités, dans les tout ça. C'est ce qui fait à ce que plusieurs parents ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Oui, oui. Donc, nous-mêmes faisons nos preuves, si on peut dire ça comme ça. Montrons que nous sommes capables de prendre le flambeau, de continuer la course. Et les parents voudront laisser la place. Donc, déjà par ces vidéos, on veut motiver, éveiller un peu la conscience des gens pour dire, pour ne pas se dire que c'est trop tôt pour faire quelque chose. Glorious. Je suis encore trop jeune que j'en profite. Je suis encore inexpérimenté. Les gens qui ont fait des grandes choses ont commencé très tôt. Oui. Ils se sont sacrifiés très tôt. Et aujourd'hui, ça paye. Mais si nous, actuellement, on veut d'abord profiter de notre jeunesse, profiter de notre temps, pour après commencer à investir, on risque de se réveiller ou de se rendre compte un peu trop tard. Bien, malheureusement. Mais je sais pas si on peut déjà commencer à passer vers la conclusion littéralement. Mais sinon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on a un peu parlé des tout et des rien, on a parlé des recrutements, on a parlé de notre relation, on a parlé un peu de la culture de l'entreprise ici. Bref, aujourd'hui, c'était juste un peu, on a parlé des tout et des rien. Comme on dit, comme les gens de la télé ont l'habitude de dire, c'était le lever de rideau. C'est ça, littéralement. C'était vous donner les goûts par rapport à ce que pour que vous compreniez un peu d'où on vient. Et après, on va structurer un peu les choses. On va commencer à noter. On aura un sujet sur lequel on va parler. Mais ça sera une bonne chose aussi que vous puissiez nous proposer d'ailleurs. On a tellement parlé des choses. On a tellement parlé de choses. Vous pouvez prendre un point qui vous intéresse ou qui vous plaît. Oui. Vous nous demandez d'en parler, d'en faire un sujet, d'en faire une vidéo. Ça fera une bonne chose. Ça fera, oui. Et ça nous montrera aussi qu'on a des gens qui sont quand même qui ont l'intérêt par rapport à ces conférences. On n'est pas là derrière une caméra en train de parler pour qu'après personne ne puisse suivre. Donc, si vous commentez, ça sera pour nous. Des likes, des commentaires, s'abonnez-vous. Oui, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Mais je pense qu'on est déjà presque à la fin. On a un peu parlé de tout et de rien. Et comme il était en train de dire, peut-être vers la conclusion déjà, notre idée en faisant ces petites vidéos, bon, pas petites, en tout cas en faisant ces entretiens, en tout cas, c'est de vous dire que c'est pas impossible. Quel que soit votre âge, quel que soit votre background, quelle que soit votre éducation, quel que soit votre, c'est pas moi, vos expériences ou même votre manque d'expérience, techniquement, il n'est jamais impossible, il n'est jamais trop tard. Tout demande juste du courage, tout demande juste de l'abnégation, aussi l'essence du sacrifice, comme il est dit. Au départ, techniquement, ça sera difficile. Si on s'assied ici pour vous dire que c'est facile ou pas, ce serait juste un mensonge. Au départ, ça sera difficile. Au départ, vous allez sûrement perdre un peu en santé, vous allez un peu perdre en amitié, sûrement puisqu'il faudra vous consacrer vraiment. Bon, on prend bien soin de toi. Tu peux pas te plaindre quand même. Mais au départ, en tout cas, ça sera pas difficile. Au départ, ça sera pas facile. Ça sera pas, plutôt, ça sera pas facile. Mais vous allez sûrement devoir sacrifier beaucoup de choses. Et quand je dis sacrifier beaucoup de choses, c'est sacrifier beaucoup de choses. Vous allez rencontrer des challenges, vous allez rencontrer des gens qui vont vous décourager, vous allez rencontrer des situations qui vont même vous décourager, l'adversité, tout ça. Mais en tout cas, soyez focus sur votre vision. Concentrez-vous sur votre vision, littéralement. Entourez-vous aussi des personnes qui comprennent et partagent aussi votre vision de toutes les façons. C'est extrêmement important. Ça allège aussi à un certain moment les stress. Puis ça donne aussi la force d'avancer quand vous partagez des trucs fous, entre guillemets, avec les autres pays qui sont aussi en mesure de saisir votre folie. Donc, c'est littéralement important. Puis aussi, l'un des objectifs derrière ces vidéos, comme j'étais en train de dire,
c'est en tout cas de dire à tout un chacun que c'est possible. Tout est possible, en tout cas. Tout est le monde est possible. capable. Et comme, Choisis juste et comprends le domaine dans oui, comprends le domaine dans lequel tu es, comprends un peu tous les in and out du domaine techniquement, entoure-toi des bonnes personnes, fais-toi suivre des bonnes personnes aussi, c'est aussi important, surtout quand tu es débutant dans l'entrepreneuriat, parfois on pense tout connaître, tout maîtriser, alors qu'on ne maîtrise rien, comme le disent les Camerounais. Et donc, si tu ne veux pas lire l'heure à la fin, fais-toi littéralement accompagner, fais-toi suivre littéralement, puis focalise-toi en tout cas sur ta vision. Ça ne sera toujours pas facile, je ne cesse de les répéter, mais soyez persévérants, croyez au processus, croyez au plan de Dieu aussi de toutes les façons pour vous. Et comme j'étais en train de toutes les façons même de le dire dans notre conclusion avant que la vidéo ne coupe, Oui. c'est que littéralement dans la vie, en tout cas pour moi chrétien, il y avait l'espérance que j'avais un jour. Une voix m'a parlé, en tout cas, moi, je pense que c'était Dieu, où j'étais vraiment troublé dans ce que je devais choisir, dans ce que je devais faire, dans l'entrepreneuriat, dans les études. Bref, il y avait un peu plusieurs choses à gérer en même temps. Puis, il y a toujours cette parole-là qui m'était revenue pour dire, les problèmes n'est pas où tu vas, mais qui t'y envoie. Et ça, et j'avais même eu en vision, littéralement, il y avait une fois, Jésus va envoyer ses disciples pour aller prendre pour lui, l'âne. Oui, voilà. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire au propriétaire, par exemple? Et littéralement, c'est même l'image qui m'était revenue juste après que j'ai reçu cette parole-là. Les autres s'est focalisé sur le fait que la mission que Jésus leur donnait était une mission impossible, puisque l'âne ne leur appartenait pas, ils ne connaissaient pas les propriétaires. Et c'est peut-être aussi ton cas. Tu as peut-être un projet où c'est tellement grand, c'est tellement difficile, ou c'est pas moi quoi. Tu te dis, mais qui suis-je? Je n'ai pas les moyens qu'il faut, je n'ai pas fait les études qu'il faut, je n'ai pas les soutiens qu'il faut. Qui suis-je techniquement pour accomplir cela? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si réellement tu as cette vision-là, si réellement tu n'arrives pas à dormir à cause de ça, tu n'arrives pas à sortir à cause de ça, tu travailles réellement sur ça, puis tu sais dans ton cœur, d'une manière ou d'une autre, que ça vient de Dieu, ne t'occupe pas, ne t'inquiète pas par rapport à la grandeur de la vision, à la grandeur des difficultés qui t'attendent. Mais plutôt, confie-toi en celui qui t'a envoyé. Oui. Fais-lui confiance, il sait là où il t'amène, il connaît les voies qu'il faudra de toutes les façons là qu'utiliser, c'est pas moi, les voies que tu devras emprunter pour arriver là où tu es. Toi, focalise-toi juste sur la destination, sur la finalité, puis le chemin lui-même, petit à petit, il va te montrer. Et c'est pas pour rien qu'il dit dans sa parole que il est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, si tes sentiers ne sont pas encore allumés comme tels, si tu n'as pas encore une vision très claire de tout, mais au moins rassure-toi qu'il est la lampe à tes pieds. Regarde au moins les pas que tu dois faire aujourd'hui. Fais les pas que tu dois faire aujourd'hui. Fais les sacrifices que tu dois faire aujourd'hui. Paye les prix que tu dois payer aujourd'hui. Et tôt ou tard, littéralement, tu verras la lumière sur tes sentiers. C'est pas si tu ne gâches pas tout. C'était une belle conclusion. C'était une belle conclusion. Je ne gâche pas. Il a bien parlé, c'est qui est sûr. C'est là me bloque même sur ce que je dois dire dans le sens où je sais plus quoi dire. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Mais ce que moi je peux rajouter en tant que commercial, c'est que c'est la fin de la vidéo, donc une petite pub ne va pas nous tuer. Donc, nous vous parlons de Nyumbako, nyumbako.com. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Triomphale, juste après le musée, le beau bâtiment vitré éclairé que vous voyez là. Nous sommes là au 2e niveau, dans la concession de la cathédrale du Centenaire. Nous vous invitons à venir poser des questions, venir nous rencontrer aussi d'ailleurs, venir nous donner aussi des marchés, c'est important. Donc, oui. Tout ce que vous voulez, parce que nous sommes dans la transaction immobilière, tout ce qui a trait avec l'immobilier, nous sommes là, dans la vente, l'achat, la location, la gestion, tout ce qu'il y a de l'achat des maisons, des concessions, des terrains, tout ce qui a trait avec l'immobilier, nous sommes là. Donc, ça nous a fait plaisir de partager notre petite expérience. Commentez, likez, surtout commentez, surtout sur les points que nous avons parlé. S'il y a un point qui vous intéresse. Et écrivez les citations ou les phrases qui vous ont le plus captivé. Oui. Très important. Si vous avez un point qui vous intéresse et que vous voulez qu'on en fasse un sujet, vous devez nous en parler. Comme ça, nous aurons le temps de s'organiser, d'en parler en long et en large pour vous faire comprendre. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. Ciao, prenez soin de vous. Et ciao. À la prochaine. À la prochaine.